Bonjour chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à l'année 2022. Nous allons passer dans une année qui risque d'être cruciale. L'année 2021 a été marquée par des changements importants, tout comme l'année 2020 bien sûr. Je fais bien sûr mention ici de cette pandémie, ou prétendue telle, de Covid-19 qui génère des changements importants dans les sociétés d'Europe ou d'Amérique du Nord, ou même d'Océanie en Australie et au-delà. Alors, quelle est mon interprétation des faits? Que faut-il en penser? Vers quoi allons-nous? Tout ça sont des questions très générales au fond, et qui nécessiteraient de très longs développements, très détaillés. Je n'ai pas le temps de le faire dans cette vidéo, donc tout en passant rapidement sur l'origine de ce que nous vivons, il faut quand même s'y arrêter. Alors, tout d'abord, l'origine du Covid-19, pour pas en terminer, puisque évidemment il y aura toujours des débats à ce sujet, mais quand même pour marquer définitivement ce qui pourrait être mon point de vue sur la question, et celui d'autres, le Covid-19 n'est pas un virus d'origine naturelle, et c'est très important pour comprendre ce que nous vivons. C'est un virus modifié en laboratoire. C'est ce qu'avait compris très tôt le prix Nobel de médecine, Luc Montagnier, qui l'avait dit en son temps, dans les premiers mois de l'année 2020. Et depuis, nous avons eu des informations très importantes qui nous permettent de dire comment ce virus a été créé en laboratoire. Et par qui? Alors par qui? Alors, il y a un premier scientifique britannique qui a joué un rôle très important, qui s'appelle Peter Daszak, qui est d'origine ukrainienne, qui est établi aux États-Unis, qui est établi en Grande-Bretagne, et qui travaille pour une fondation qui s'appelle EcoHealth Alliance, et qui est financée par Bill Gates. Tout ça n'est pas fameuse théorie conspirationniste. Vous savez que c'est le label que le système utilise pour toute personne qui questionne la version officielle des faits. Mais cet homme, Peter Daszak, a reçu des financements de Bill Gates. Donc c'est très officiel, on peut le trouver sur le site même de la fondation de Daszak, donc ce n'est pas un secret. Cet homme a expliqué être en lien à Wuhan, puisqu'il y travaillait, avec un certain Ralph Baric, qui est un scientifique américain, qui est un universitaire, qui fait des recherches sur les virus depuis de très nombreuses années aux États-Unis, et qui est lié à l'armée américaine. Là aussi, c'est très officiel. Et Daszak a expliqué qu'ensemble, avec Baric, ils travaillaient sur des programmes relatifs au coronavirus, à Wuhan donc. Là où l'affaire prend une tournure très différente de ce que l'on entend dans les médias, c'est que Daszak a demandé, aux alentours de 2018, des financements, notamment aux États-Unis, et notamment auprès de l'armée américaine, qu'il n'a pas obtenu d'ailleurs, mais qu'il a demandé pour faire des recherches sur des coronavirus à Wuhan, afin de les doter de gains de fonction. C'est un terme technique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a cherché à modifier des virus pour leur donner des capacités de reproduction supérieures et aussi des taux de létalité supérieurs. Donc de les rendre beaucoup plus virulents, et de les rendre beaucoup plus létaux. Tout ça a été expliqué dans ses demandes de financement. Il a expliqué pourquoi, évidemment, ce qu'il comptait faire avec ces financements, quel type de coronavirus, etc. Et c'était extrêmement inquiétant déjà à l'époque de voir que des gens comme ça cherchaient en fait à financer des programmes d'armement biologique avec des coronavirus. Bien. Quand l'information a finalement été diffusée publiquement, Daszak a été contraint de démissionner de deux entités très importantes. D'abord, un média qui fait autorité, c'est le Lancet,
impliqué dans d'autres polémiques, toujours autour du coronavirus 19, du Covid-19, on va dire, et de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui, depuis l'origine, pilote les mesures autour du Covid-19. Donc il a été obligé de démissionner. Pourtant, Daszak était l'homme qui avait été envoyé par l'OMS à Wuhan après que cette pandémie ait été déclarée pour faire la lumière, entre guillemets, sur l'origine du Covid-19. Enquête qu'il avait conclue en disant qu'elle était d'origine animale et purement naturelle. Donc vous faites le lien. Voilà quelqu'un qui a sollicité des fonds auprès de l'armée américaine en 2018 pour créer des coronavirus beaucoup plus létaux et virulents à Wuhan, et qui est en 2020 à la tête d'une délégation, 2020-2021, qui est à la tête d'une délégation pour faire la lumière sur l'origine du coronavirus, enfin du Covid-19, et où il conclut que c'est purement naturel, qu'il ne faut pas chercher dans les laboratoires de Wuhan, que tout ça, voilà, il n'y a pas d'origine humaine à ce Covid-19. Bon, donc c'est quand même problématique de voir que celui qui cherche à modifier des coronavirus pour les rendre très dangereux et mortels est celui qui explique ensuite que personne ne cherche à les modifier en laboratoire pour les rendre dangereux et mortels. Bien, vous avez compris que c'était l'homme derrière tout cela qui était impliqué. L'affaire a été relativement étouffée, on l'a simplement écarté du Lancet, écarté de l'OMS, mais bon, c'est quand même tout à fait spectaculaire à observer. Donc, l'homme de Bill Gates, à Wuhan, était Daszak, et Daszak travaillait sur des programmes d'armement biologique. Ce dont était parfaitement informée l'armée américaine, puisque un de leurs hommes, Ralph Baric, était lui aussi en lien avec Daszak. Bien. Alors, donc cette origine du Covid-19 est purement artificielle, s'inscrit dans des programmes d'armement biologique, ça ne souffre absolument pas la contestation pour qui a un soupçon d'esprit critique. Ensuite, le rôle de la Chine là-dedans. Parce que Daszak a été accusé d'avoir étouffé ce qui se passait à Wuhan pour protéger la Chine. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. La Chine, en fait, a été doublée, si l'on peut dire, et par Daszak. Wuhan, fondamentalement, accueillait des experts internationaux. Pourquoi ? Principalement parce que la Chine, en fait, était moins disante par rapport au type d'expérimentation qu'on pouvait tenter sur son territoire. Donc finalement, quand on était des grands labos occidentaux, on avait envie de procéder à des expérimentations avec des normes ou une surveillance moindre, sans craindre de poursuite, eh ben, la Chine proposait de venir les faire sur son territoire, évidemment parce que la Chine entendait espionner ses activités et essayer d'en retirer un certain nombre d'informations pour ses propres programmes d'armement militaire. Ce que n'a pas vu la Chine, c'est qu'elle s'est fait doubler. Parce que l'élite occidentale et des gens comme Bill Gates se sont dit que c'était la porte d'entrée idéale pour déclencher cette fameuse pandémie sans pouvoir être accusé d'être directement derrière. Et ça fait un peu le lien avec les tensions qui s'accroissent entre les États-Unis d'Amérique et la Chine au niveau géopolitique, puisque la Chine est en phase ascensionnelle et va devenir la première économie du monde, ce qui n'est pas du tout anodin au plan de l'ordre mondial. Clairement, le monde occidental et les États-Unis sont entre guillemets, menacés par l'ascension de la Chine. Et donc, déclencher cette grande opération de déstabilisation de l'ordre mondial avec cette fameuse pandémie, tout en évitant le blâme et en pouvant pointer du doigt l'inconséquence de la Chine, rentrait parfaitement dans les plans arrêtés par l'élite occidentale, et notamment par des gens comme Bill Gates. Donc, parce que si ça s'était passé en Occident, on aurait pu envoyer des équipes, notamment des équipes de scientifiques indépendants, etc. On aurait pu aller voir. En Chine, on ne peut pas. Tout est très contrôlé. Et maintenant, la Chine, en fait, pourquoi cache-t-elle beaucoup de choses ? C'est d'abord parce qu'elle menait elle-même des expérimentations, mais surtout, elle a été doublée.
et pour le prestige de la Chine. Dans un système politique comme le système chinois, il est absolument impensable d'admettre avoir été doublé, d'admettre avoir été doublé par une puissance étrangère. Ça serait une telle admission de faiblesse et de naïveté que le prestige du Parti communiste chinois et du gouvernement chinois en général serait trop atteint. Et donc, évidemment, il n'y aura jamais d'aveu de cette nature. Donc, en fait, que ce soit du côté chinois ou du côté américain, tout le monde sait de quoi il retourne, mais on évite soigneusement de trop déballer ce que l'on sait, même si la Chine, par la voix de ses médias officiels, sème des petits cailloux blancs, en direction d'ailleurs de l'opinion internationale, et notamment de l'opinion occidentale, en disant, si vous alliez voir ce qui se passe à Fort Detrick, qui est la base militaire américaine aux États-Unis, où se situe en fait le département de recherche sur la guerre biologique, où travaillent des gens comme Ralph Barek. Bon, il faut voir que la Chine a été quand même assez précise dans les informations qu'elle a données sur l'origine, sans pouvoir trop développer. Et elle a aussi souligné un point très important, c'est que Fort Detrick, donc cette base américaine, dispose de laboratoires disséminés un peu partout dans le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe de l'Est, un petit peu partout. Et évidemment, ça pose la question de l'apparition de variants, etc. Bien. Donc déjà, et je termine sur cette partie-là, l'origine du virus est clairement artificielle et elle fait partie du plan arrêté par l'oligarchie globale pour complètement modifier le fonctionnement des sociétés occidentales. Alors ce plan s'articule avec d'autres acteurs. Il y a évidemment le Forum économique mondial de Davos, qui est dirigé par Klaus Schwab, qui est un universitaire allemand. C'est très intéressant qu'on étudie son curriculum vitae, d'où il vient, ce qu'il veut. C'est un homme, en fait, qu'on peut considérer comme étant, sans être un marxiste orthodoxe, au sens où on l'entendrait traditionnellement, en tout cas un marxiste socialiste. Alors vous savez qu'à gauche, il y a d'interminables discussions pour déterminer qui est un véritable marxiste et qui est un faux marxiste. Donc je ne vais pas réouvrir cette querelle-là. Est-ce que les socialistes sont de véritables marxistes? Est-ce que ce sont les marxistes-léninistes qui sont de véritables marxistes, etc. On n'en terminerait pas. Mais ce qu'on peut dire avec beaucoup d'assurance, c'est que Klaus Schwab se revendique d'une tradition clairement marxiste. Et d'ailleurs, un moment important, c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans son cheminement personnel. Il a rencontré des hommes de l'Église catholique d'Amérique du Sud qui appartenaient en fait au mouvement marxiste clandestin. Il faut savoir que un peu avant la conclusion de Vatican II, dans les années 60, donc Vatican II, c'est la refondation du catholicisme, qui bascule du catholicisme traditionnel qui avait toujours existé, en fait, à ce qui n'est ni plus ni moins que du néo-communisme, d'accord ? C'est le ralliement de l'Église catholique au communisme, ou au moins au marxisme socialiste. Eh bien, avant la clôture, il y avait eu une faction des cardinaux favorables au ralliement de l'Église catholique au marxisme. Il y avait eu une réunion des cardinaux secrète dans les catacombes de Rome. Et cette rencontre visait à coordonner les cardinaux pour obtenir un certain nombre de changements très importants. Et c'est à partir de cette rencontre des catacombes entre les cardinaux que s'est mis en mouvement ce véritable réseau de prélats marxistes au sein de l'Église catholique pour subvertir radicalement l'Église catholique. Et de ce moment-là, l'Église catholique a commencé vraiment à dériver vers une forme de... Alors aujourd'hui, on appellerait ça de globalisme ou de mondialisme.
Mais c'est à partir de ce moment-là qu'on peut vraiment identifier le point de départ des très grands bouleversements auxquels on a assisté dans l'Église catholique. Et Klaus Schwab explique que c'est la rencontre avec un de ces prélats sud-américains qui a participé à ce mouvement intérieur subversif des catacombes des années 60, que sa vision du monde a profondément changé. Donc c'est très intéressant de voir que c'est sous l'influence d'hommes d'église ralliés au marxisme d'Amérique du Sud que Klaus Schwab a décidé de créer le Forum économique mondial, qui est vraiment un forum qui s'inscrit dans la tradition socialiste. Donc c'est pas du communisme marxiste-léniniste, c'est du marxisme socialiste. La différence étant que par des réformes de structure, on peut parvenir au but du marxisme, si vous voulez. Donc sans révolution sanglante, on peut parvenir au même but. Ça, c'est la grande différence entre socialiste et communiste. Et en fait, Klaus Schwab est un socialiste marxiste. Et le Forum de Davos est une structure dont les buts sont d'instaurer une véritable, le programme du marxisme, mais sans les révolutions sanglantes, sans la méthodologie léniniste. Mais la finalité est censée être la même. Et c'est là, en fait, qu'on voit le rapprochement entre de très grands oligarques à la tête de véritables corporations globales, plus riches même que des États, comme Bill Gates, avec Microsoft, mais aussi comme Mark Zuckerberg, dont on a vu dans les échanges par email dès février 2020, donc avant même que les confinements soient mis en place en France, par exemple. Mark Zuckerberg, donc, le patron de Facebook, s'entretient avec Fauci, donc le responsable de la vaccination aux États-Unis, pour coordonner Facebook avec la campagne de vaccination. Donc ces gens, dès février, ont décidé de vacciner à grande échelle. Dès février 2020. D'accord ? Et la campagne ne commencera qu'un an plus tard. Mais ils sont déjà en train de se coordonner. Donc, ces grands oligarques sont à la tête de structures techniques qui sont centrales dans l'organisation de la société future telle que le veut des gens comme, comme Klaus Schwab. D'accord ? Ils ont les moyens techniques de communication, de contrôle de l'information, etc. Donc, des gens comme Bill Gates, des gens comme Mark Zuckerberg, sont des gens qui appartiennent à la nouvelle économie de la Silicon Valley, en fait. Voilà. C'est la révolution, cette rupture technologique a incarné Internet et dont ces grandes entreprises sont, en fait, le résultat depuis une vingtaine d'années. Et puis, vous avez les grands financiers. Et vous avez des gens comme Soros. Bon, George Soros, on le connaît. Vous connaissez, je pense, son nom, bien sûr. Vous connaissez ses activités avec sa fondation, Open Society Foundation, qui est vraiment, là aussi, une structure subversive globale dont le but est de profondément modifier la société pour créer cette espèce de société... Alors, socialiste sans être marxiste, parce que c'est toujours un peu la même chose. Il ne se revendique pas explicitement du marxisme, mais quand on regarde les buts qu'il se donne, une espèce de société totale avec un État unique, global, et des règles uniques pour tous, dont le mot d'ordre est, entre guillemets, l'égalité, on a du mal à distinguer ça de ce qu'était, le socialisme réel des démocraties populaires, que ce soit en Union soviétique ou dans des pays satellites de l'Union soviétique. On a du mal à les distinguer. Hein. Donc, peu importe les querelles de méthodologie, peu importe les querelles de taxonomie, au fond, leur projet final reste fondamentalement similaire. Donc, vous avez des gens comme Soros, qui sont des grands oligarques de la finance, vous avez des grands oligarques des technologies, comme Bill Gates, et vous avez, si vous voulez, des coordinateurs politiques comme Schwab, qui sont des idéologues, profondément des idéologues, et qui ont un projet de société. Simplement, s'ils mettaient carte sur table, évidemment, en temps normal, les gens diraient non. Donc, il y a
deux éléments, deux piliers pour mettre en place ces grands changements auxquels ils aspirent, enfin, en fait, cette utopie à laquelle ils aspirent, c'est la terreur sanitaire qui permet de bouleverser en fait les sociétés en menant une guerre psychologique contre les populations qui sont tétanisées et qui acceptent du coup des changements très importants. Et puis vous avez ensuite l'argument climatique. Ça c'est le second pilier. L'argument climatique, toujours par la peur bien sûr, mais offre l'avantage de s'inscrire dans le temps long. C'est ça le grand avantage, c'est-à-dire qu'avec la terreur sanitaire, vous êtes dans l'immédiateté, vous tenez en haleine les gens, et puis avec le climatique, vous pouvez brandir une menace plus lointaine, et vous dites oui, mais vous comprenez, dans 10 ans, dans 20 ans, si on ne fait rien, etc. Et quand vous combinez les deux, vous avez à la fois le court, moyen et long terme. Mais les gens vivent dans une peur permanente et vous pouvez combiner les mesures prises. C'est là qu'on commence à comprendre quelle est la véritable fonction de toutes les mesures d'urgence qu'ils prennent. Tout ce qui a été dit par les complotistes, comme ils sont présentés par les médias qui sont totalement contrôlés soit par des grands oligarques, soit par les gouvernements qui appliquent cette politique. Donc, je veux dire, ces médias ne sont pas neutres. Ils prétendent à la neutralité, ils prétendent vérifier les faits, ils accusent tel ou tel de diffuser des fausses nouvelles, des fake news, comme ils disent. Le problème, c'est que ces gens-là sont tout sauf neutres, bien sûr, que ce soit par les liens d'argent ou que ce soit par les liens hiérarchiques, tout simplement. Donc, tout ce qui a été annoncé devient réel. Rappelez-vous qu'au début de la pandémie, vaccination, on disait aux gens, voilà, une piqûre et c'est terminé. Pourquoi dramatiser? C'est ce qu'on disait aux gens. Et puis, cet unique vaccin a été associé à un rappel. On a dit, bon, finalement, il faut 2 piqûres. Là, maintenant, c'est 3. Et Alain Fischer, le responsable, enfin, celui qui présente la stratégie vaccinale pour le gouvernement français, a annoncé qu'il allait en falloir probablement 4. Et Albert Bourla, le président de Pfizer, explique déjà qu'il va falloir un nouveau cycle pour le variant Omicron. Donc recommencer un cycle de vaccination complet, c'est-à-dire 4 vaccinations sur l'année 2022 pour s'adapter aux variants. Et évidemment, les variants ne cesseront jamais d'apparaître puisque les coronavirus mutent très souvent et se recombinent entre variants, entre eux, donnant naissance à de nouveaux variants. Bon, c'est un peu l'histoire sans fin. Et pour démonter cette escroquerie sanitaire, c'est très simple, ça va très vite, pas besoin d'être un scientifique. Il suffit simplement de pointer du doigt une vérité qui est incontestable, incontestée, parfaitement documentée. C'est que les coronavirus, se diffusent dans la faune sauvage, que ce soit la faune domestiquée ou vraiment la faune sauvage en tant que telle. Donc, en fait, quand on prétend éradiquer les coronavirus par la vaccination, on ment aux gens puisque les coronavirus vont constamment se réfugier dans la faune pour venir réinfecter ensuite les populations humaines. C'est pour ça que de temps en temps, vous entendez parler d'élimination d'élevage de tel ou tel animal. Il y avait notamment les visons au Danemark, mais il y en a d'autres. On parle maintenant de vacciner les animaux dans les zoos, etc. Bon, vous avez compris que la faune sauvage sert de réservoir. Donc en fait, quand le système annonce qu'on va éliminer le coronavirus par la vaccination, on ment. Donc le système sait qu'il ment à ce sujet-là. Donc, il a parfaitement conscience que le coronavirus ne sera jamais éradiqué. Ce qui veut dire que, en fait, la vaccination est déjà permanente. En tout cas pour ceux qui s'y soumettent. Voilà. Donc, il faut bien comprendre ça. Mais le système n'ose pas le dire d'emblée aux gens. Il y a un phénomène d'accoutumance. Donc il y a un processus de guerre psychologique contre les populations. Et par étapes successives, on habitue les gens à céder, à céder, à céder. Et au bout d'un moment, c'est un peu l'image de la grenouille qui se fait ébouillanter à petit feu, en fait, et qui ne sent pas les degrés monter et qui meurt comme ça. C'est un peu la même chose. C'est en procédant par étapes. Les gens cèdent un petit bout de liberté ici, un petit bout là. Ils s'accoutument aussi à cette nouvelle infrastructure sanitaire, pardonnez-moi,
comment dire, finalement, ils se retrouvent totalement prisonniers de ce système. Alors pourquoi les élites globales ont voulu établir ce système? Bon, j'ai pointé du doigt l'origine, j'ai donné des noms, j'ai expliqué la philosophie. C'est ce que je disais. Les populations, naturellement, ne veulent pas vivre dans une société, entre guillemets, néo-communiste. Parce que toute société néo-communiste fonctionne sur un principe, c'est l'égalité réelle qui n'existe pas parmi les hommes. D'accord ? Personne ne peut être l'égal de quelqu'un d'autre. C'est une vue de l'esprit, c'est un mythe. Si vous voulez faire advenir l'égalité réelle, vous allez devoir contraindre les gens. D'accord ? Vous allez devoir tuer tout ce qui les distingue. Et bref, tuer la liberté, en d'autres termes. Donc, tuer la liberté d'expression, tuer la liberté de mouvement, tuer la liberté d'entreprendre, tuer la liberté de se rassembler entre des gens qui ont des affinités communes. Vous ne pouvez pas avoir de liberté quant à vos affinités. Vous avez les affinités que le système décrète pour vous. Liberté d'association, ça n'est plus possible. Et évidemment, les restrictions sur les mouvements ou les rassemblements visent à empêcher des troubles politiques. C'est-à-dire que si vous dites, si vous vous mettez à la place des élites qui veulent mettre en place ce système, et que vous dites, nous refusons que vous vous rassembliez politiquement pour protester. Parce que nous avons décidé que nous allions faire ça, donc vous n'avez pas à mégoter là-dessus, vous n'avez pas à vous opposer. Là, on se rapprocherait dangereusement d'une révolution. Mais si vous dites aux gens, vous ne pouvez pas vous rassembler parce que sinon vous allez mourir, il y a un virus qui circule, il est très dangereux. L'argument n'est pas politique. Vous utilisez la peur des gens, les gens, effectivement, se tiennent plus ou moins à l'écart, etc. Bon, c'est un argument non politique à visée politique. Ça permet de ne pas répondre sur le fond de leur projet. Voilà. C'est ça l'objectif. Donc vous avez constaté que maintenant, on ne peut pas se rassembler comme on veut, on ne peut pas accepter à des grandes salles comme on veut. Il y a vraiment un effort de limitation des rassemblements à caractère politique ou des manifestations, etc. Alors c'est pas facile à mettre en place. Le système a des difficultés à mettre ça en place, parce qu'il ne peut pas être dans l'aveu. Ça, c'est la limitation de cette stratégie. Il ne peut pas avouer, carte sur table, contrairement à un système communiste, on vous interdit de manifester parce que nous avons la vérité politique et vous êtes des opposants, vous devez être éliminés. C'est la différence fondamentale entre un système marxiste-léniniste et un système socialiste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout à fait mettre carte sur table. Donc c'est pour ça qu'il passe par des biais. Mais bon, en réalité, on obtient quand même les mêmes résultats. Alors, la finalité de ce projet de société, quelle est-elle ? C'est une société de contrôle évidemment absolument total. L'argument climatique, et c'est là que c'est très important à comprendre, d'ailleurs vous avez qu'à remarquer que dans les restrictions qu'ils prennent sur les mouvements des populations, de plus en plus ils y associent la notion d'émission de carbone. Vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on parle de ça? On parle d'un virus? Pourquoi? Dès l'origine, c'est le projet. Ils ont dès le départ, ils voulaient articuler le sanitaire et le climatique pour justifier leur révolution sociale et économique qu'ils ont en tête, qui est en fait de collectiviser absolument tout, de créer leur dystopie communiste. C'était ça le but. Donc c'est pour ça qu'ils les lient d'eux-mêmes. Et l'objectif, c'est vraiment de collectiviser. D'accord ? Pourquoi ? Alors là, on arrive au point tout à fait central. Donc, Klaus Schwab, du forum de Davos, donc un forum socialiste, rencontre énormément de chefs d'entreprise qui sont entraînés dans cette refondation de la société occidentale. Vous y trouvez tout le monde, vous y trouvez Soros, un habitué du forum de Davos. Tous ces gens-là sont parfaitement conscients d'une chose, et quelle est-elle cette chose ? C'est que le système socialiste, ou d'État-providence si vous préférez, qui a été mis en place en 1945 pour détourner les populations d'Europe du fascisme. Parce qu'il faut souligner ce point-là. L'État-providence a été mis en place en Occident en 1945 parce que les fascistes avaient mis en place des systèmes sociaux très avancés pour l'époque.
et que la classe ouvrière s'était détournée du marxisme, notamment dans l'Allemagne nationale-socialiste. Et pour éviter que ce scénario se reproduise, scénario absolument catastrophique pour la finance internationale comme pour les marxistes, mais ils se sont dit on va faire une synthèse, la synthèse socialiste. Donc on va faire un État-providence sous clé de la finance internationale, mais où on va céder à la classe ouvrière un certain nombre d'avancées sociales. Donc là, on a vu soudainement se mettre en place la sécurité sociale, etc. Ça, c'était pas quand même parce que ces gens qui faisaient je sais pas quoi, qui voulaient libérer l'Europe du fascisme, comme les gaulo-communistes, ça n'a rien à voir. Parce qu'ils avaient été terrorisés de voir que l'Europe s'était émancipée de la finance internationale comme du marxisme, sous la direction du fascisme. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis en place ce programme. 80 ans après, 75 ans après, où en sommes-nous? Tous les États-providence sont criblés de dettes et sont sur le point de s'effondrer financièrement. Si ces États s'effondrent financièrement, il y aura une révolution. C'est-à-dire tous ceux à qui on a promis des programmes sociaux très avantageux vont se révolter. Forcément. Les retraités seraient lésés, les futurs retraités seraient lésés, notamment l'armée et la police, et puis tous ceux qui dépendent à un titre ou à un autre de l'État pour vivre. C'est vrai en France, c'est vrai ailleurs. Ils sont parfaitement conscients que financièrement, ça n'est plus viable. Donc vous voyez les banques centrales qui impriment de plus en plus d'argent pour maintenir à flot, temporairement, ces États-providence, qui sont le fruit de 1945. Mais ils savent que c'est transitoire. C'est là qu'advient le Great Reset de Klaus Schwab, du Forum de Davos. C'est là que des grands financiers comme Soros interviennent, parce qu'ils ont prêté aux États et n'ont pas l'intention d'être emportés par une faillite générale des États. C'est là que vous voyez effectivement des oligarques comme Bill Gates intervenir, qui sont, qui sont liés aussi à ces États-providence, qui ont d'énormes contrats avec ces États, et donc qui n'ont nullement l'intention de les voir s'effondrer, d'être emportés aussi avec eux. Donc vous avez une coalition qui se forme entre des doctrinaires néo-communistes, des oligarques qui proviennent de la finance, qui entendent bien ne pas perdre le pouvoir qu'ils ont sur les États à la défaveur d'une faillite générale, et puis des hommes qui organisent la société, qui sont le fruit des dernières évolutions technologiques, de la Silicon Valley notamment, qui structurent cette société, qui sont très liés aux États et qui sont très liés au monde de la finance, et qui ont bien évidemment intérêt à ce que ces deux piliers, État et finance, continuent d'avancer en bon ordre. Du coup, il faut prévenir l'effondrement financier. Parce qu'ils ont soigneusement étudié la situation qui s'est produite en Grèce en 2008-2009, quand il y a eu la première secousse, en fait, suite au choc de Lehman Brothers, si vous vous en rappelez. Il y a eu la menace de l'écroulement complet du système financier international. Depuis, la situation s'est considérablement aggravée, d'ailleurs. Mais ils ont étudié la situation grecque et qu'est-ce qu'ils ont observé? Ils ont observé que ce pays était en faillite, ils ont vu la déliquescence totale du système socialiste. La Grèce était dirigée par le Parti socialiste grec, avait intégré l'euro avec l'aide de Goldman Sachs, la finance new-yorkaise, juive new-yorkaise. Ils ont vu cet effondrement se produire à l'échelle de la Grèce. Ils ont vu que tout d'un coup, des forces radicales émergeaient dans la société. Et notamment l'aube dorée, les nationalistes grecs notamment. Et là, il y a eu une alerte générale. Parce qu'évidemment, il y avait un effet domino qui pouvait menacer l'euro, entre guillemets. Mais même d'une manière générale, ils se sont dit, qu'est-ce qui pourrait se passer si jamais les États-providence se mettaient à faire faillite de cette façon? Parce qu'il ne pourrait pas y avoir de recours. Alors, ce qu'on a fait, on a évidemment, en gros, fait une rallonge financière à la Grèce, qui est toujours aussi criblée de dettes. Mais voilà, on a calmé la situation comme ça. Le niveau de vie s'est complètement écroulé en Grèce. Mais bon, on a fait tenir ce qui restait à coup d'injection de liquidités. Et on a fait tenir ça comme ça, bon an, mal an.
Donc maintenant, le problème, c'est que ce qui se passe, c'est que l'Europe entière, l'Union européenne entière est une Grèce. Alors, quand vous regardez ce qui s'est passé en Grèce, et que vous imaginez ce qui se passerait en Europe si ça éclatait de la même manière, vous avez une petite idée de ce sur quoi on se trouve. Les financiers en sont parfaitement informés, les dirigeants politiques en sont parfaitement informés, et les grands techno-oligarques en sont parfaitement informés. Donc on est sur le bord d'une grande révolution, en fait, qui succéderait à l'effondrement financier de ces États criblés de dettes, et qui emporterait avec lui le socialisme créé en 1945. Donc la grande peur qu'ils ont, c'est de voir les peuples d'Europe s'arracher des griffes de la finance internationale, comme du marxisme, et une nouvelle fois, de reprendre en main leur destin sur des bases européennes, que eux appellent populistes ou fascistes. Ça, c'est leur grande peur. C'est la grande peur de cette classe dirigeante, de cette hyper-classe. D'où la stratégie qu'ils ont adoptée, qui est une stratégie de terrorisme à grande échelle, qui leur permet en fait d'inverser la montée qui était en cours, c'est-à-dire où il y avait une contestation qui montait de la base vers le sommet de la pyramide, qu'on a vu en Grèce, mais qui a éclaté aussi avec le Brexit, et avec l'élection de Trump, avec les Gilets jaunes, et cette contestation qui monte de plus en plus. Ils ont inversé la narration officielle, grâce au Covid. Voilà. Il y a un ennemi, mais l'ennemi, c'est plus le haut de la pyramide. L'ennemi, c'est le virus. Il est un peu partout, on ne sait pas trop. Et tous ceux qui contestent la version officielle sont des populistes et complotistes. C'est eux le véritable ennemi. Sont eux les saboteurs dans l'ombre. C'est eux qu'il faut faire taire. Et c'est là qu'on voit YouTube. Bon, là, on revient sur la Silicon Valley, mais YouTube, Facebook, Twitter, interdire toute contestation du discours officiel sur la vaccination, sur l'origine du virus, sur les aberrations à caractère pseudo-médical qui sont mises en avant par le système pour justifier ce système. Voilà. C'est là que vous voyez l'utilité de la Silicon Valley. C'est là que vous voyez l'utilité de gens comme Zuckerberg. Effectivement, ils ont un rôle très important pour façonner l'opinion. Mais avec le Covid, on a pu retourner le discours. D'accord ? Donc l'élite, maintenant, met en accusation le bas de la pyramide. La base, qui se posait des questions sur la direction générale de la société. Évidemment, quand vous dites tout ce que je viens de dire, vous êtes en plein dans le conspirationnisme, vous êtes un paranoïaque, vous êtes un être irrationnel, vous avez des visions, des hallucinations, et on doit vous faire taire à toute force. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour ma part, d'autres aussi. D'accord ? Nous sommes interdits de présence sur Facebook, interdits de présence sur Twitter, interdits de présence sur YouTube. D'accord ? Nous sommes poursuivis en justice, très régulièrement, parce qu'on doit nous faire taire à tout prix. Le système joue sa survie. Et quand le système joue sa survie, il ne peut plus y avoir de bonhomie comme il y en avait un petit peu auparavant. Voilà. Donc le système adopte des mesures d'urgence. C'est ce que nous voyons. Alors maintenant, j'ai fait, c'est vrai, que ce tour d'horizon, mais je veux maintenant, nous amener ensemble sur l'année 2022. Bon, que constate-t-on ensemble maintenant, et qui est indéniable ? Eh bien, c'est que toutes les annonces que nous avions faites se sont avérées justes. Notamment sur le caractère répétitif de la vaccination. Vous savez, on disait les gens se feront vacciner 4 fois par an. C'était considéré comme complètement délirant. Aujourd'hui, vous avez vu que le gouvernement a, le lundi 27 décembre, annoncé que maintenant le délai entre les différents rappels vaccinaux était rabaissé à 3 mois. Bon, une année étant composée de 12 mois, ça fait, en toute possibilité, 4 rappels par an.
De la même manière, on nous disait qu'il n'y avait pas de passeport sanitaire. Ça n'existait pas. Ça, c'était printemps 2020. On disait, attention, il y aura un passeport sanitaire à l'échelle de l'Europe pour contrôler les mouvements des gens. À l'époque, les fameux fact-checkers, tous les médias du système ont dit c'est faux, c'est conspirationniste, ça n'a jamais existé, il n'y a jamais eu de projet de cette nature. Maintenant, vous avez un passeport non plus sanitaire, mais vaccinal, donc, dont les tests sont écartés. Vous devez vous faire vacciner, point barre. Vaccination obligatoire, là aussi, une vue de l'esprit de la part des complotistes, qui sont irrationnels et dangereux. Emmanuel Macron l'a évoqué à 2 reprises, en juillet et tout à fait récemment, encore dans une allocution officielle. Elle est déjà en place, elle est prévue pour entrer en fonction en février en Autriche. Elle est obligatoire en Italie pour travailler. L'Allemagne va en débattre prochainement au Bundestag, au Parlement allemand. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit. La vaccination obligatoire n'est pas une vue de l'esprit. Le passeport vaccinal intégral n'était pas non plus une vue de l'esprit. De la même manière que les rappels tous les 3 mois n'étaient pas une vue de l'esprit. Nous l'avons annoncé. On était traités de fous ou d'esprit délirant. Donc vous comprenez bien que ça ne va pas s'arrêter de soi-même. Le système ne va pas s'arrêter de lui-même. On ne va pas proclamer la fin du Covid. On va trouver un nouveau variant, ou on va trouver... Ils ont en réserve tout ce qu'il faut pour perpétuer ce système. Parce que ce système est censé nous amener vers autre chose. La société à laquelle ils aspirent. D'accord ? Donc, agenda, effectivement, 2030 de Davos, pour ne citer que celui-là, dans laquelle... on doit collectiviser les transports, on doit collectiviser les logements. Mais pourquoi faut-il collectiviser ? Parce que la faillite financière est inévitable, parce ce qu'ils ont promis aux gens n'est pas finançable, et il faut une excuse pour basculer dans une austérité à la grecque, tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'argent pour financer ce qu'ils ont promis. Mais en Grèce, le gouvernement a dû assumer l'austérité, ce qui a généré la crise politique. Là, les dirigeants en Occident ne veulent pas assumer l'austérité. Ils ne veulent pas dire aux gens, désolé, on vous a menti, on vous a promis monts et merveilles, mais en fait, on n'a pas le premier sou, donc vous allez devoir tranquillement accepter une réduction de votre niveau de vie de 50%, de 70%. Désolé pour vous, sans rancune. Ça ne marcherait pas comme ça, il y aurait une révolution. Donc il faut une explication pour la baisse du niveau de vie. C'est tout ce qui se passe autour du réchauffement climatique. Le lavage de cerveau autour du pseudo-réchauffement climatique d'origine humaine vise à convaincre les gens qu'il faut qu'ils baissent leur niveau de vie. Donc en fait, la finance cherche à convaincre les gens d'accepter l'austérité avec une excuse qui peut leur paraître crédible, celle du catastrophisme climatique. C'est pour ça que vous voyez cette combinaison médiatique et financière qu'on voit dans les grands médias. C'est absolument flagrant. Greta Thunberg est la fille de gens très riches qui sont liés à la finance internationale. C'est pas, par exemple, Greta Thunberg, c'est flagrant. C'est pas quelqu'un comme ça qu'on a découvert. Alors, la histoire officielle, c'est ça. On l'a découvert dans la rue. Elle était au coin d'une rue, elle faisait la grève parce que elle n'allait pas à l'école parce qu'il faisait trop chaud. Et les gogos le croient. Mais qui est-elle en vérité ? En vérité, c'est quelqu'un qui très tôt, par ses parents, est lié à des gens de la finance internationale. Ils ont scénarisé tout ça. Ils l'ont mis en avant avec ses tournées internationales. Elle est intervenue dans des processus électoraux, notamment au Canada, en disant pour qui il fallait voter, etc. Tout ça n'est pas gratuit. Simplement, l'opération Greta Thunberg a commencé avant le Covid. Et ils ont réalisé que ça ne suffisait pas. En fait, que le climatique ne suscitait pas dans les masses la peur nécessaire au bouleversement qu'ils souhaitaient mettre en place. Donc c'est là que vraiment le Covid a été lancé. Voilà. Et quand vous comprenez tout ça, quand vous arrivez à articuler enfin les choses les unes avec les autres, vous comprenez que non, ce n'était pas une question de virus. D'accord ? D'ailleurs, pas plus une question de réchauffement climatique. C'est une question
pour l'oligarchie financière de maintenir son contrôle total sur les sociétés occidentales. Et aussi de contenir la Chine. Voilà la réalité. Donc, ce que les gens ont l'impression de vivre est une création intégrale, c'est une hallucination collective. D'accord ? Voilà. Et maintenant, il faut sortir de cette hallucination, puisque si on continue à suivre la même voie, le projet va aller à son terme et on vivra réellement dans une dystopie néo-communiste où le grand remplacement sera la réalité, c'est-à-dire qu'on sera dans des sociétés totalement grand remplacées, sans frontières, des systèmes extrêmement policiers et autoritaires, où toute la technologie, les moyens technologiques sont employés pour maintenir les populations constamment soumises, dans une espèce de nouvelle guerre contre les peuples, au profit de cette oligarchie. C'est ce qui se passe en ce moment. Et vous voyez donc ces médias dérouler cette guerre idéologique, culturelle, politique contre les peuples. Vous voyez les gouvernements mettre en place tous les instruments de contrôle des populations dans le cadre de cette grande stratégie. Vous voyez le fils Soros prendre le relais du père pour alimenter l'agitation globale. Enfin, tout ça est très clair maintenant. Donc en 2022, on va vers la finalisation de ce système, de leur point de vue. Et ce système ne peut pas tolérer de liberté. Je dis, c'est pour ça que les élections qui ne sont pas de nature véritablement à changer les choses de toute façon, mais pour éviter qu'il y ait une crise inattendue, un vote inattendu, on va devoir reprendre en main tout le processus électoral. Quand vous entendez parler de vote par correspondance, il ne faut pas se bercer d'illusions. Si le vote par correspondance est mis en place en urgence avant mai 2022 en France, au titre du Covid-19 créé par Bill Gates, si on met ça en urgence en place, c'est parce qu'ils entendent bien organiser une fraude à grande échelle. C'est ça le projet. D'accord ? Parce que peut-être ont-ils des doutes sur leur capacité à faire élire celui ou celle qu'ils veulent faire élire. Donc c'est évident, tout ce qui est en train de se mettre en place. Il faut être aveugle et sourd pour ne pas le mesurer. Donc une fois qu'on a ça en tête, une fois qu'on voit les choses telles qu'elles sont, on ne peut plus se faire de doutes et d'illusions sur ce qui nous attend. Alors maintenant, que faut-il faire ? Bon, déjà, il faut mener cette guerre de l'information, c'est très important. Il faut déjà constamment alimenter les gens avec des informations alternatives, recoupées, pas des rumeurs. Il faut être au plus près des faits, mais soumettre des faits alternatifs aux gens pour qu'ils commencent à questionner ce qui se passe. Qu'ils arrêtent de vivre dans leur peur permanente, qui est alimentée par les médias. Hein. Le variant Omicron, bien, il y en aura un autre. Hein, ça n'arrêtera jamais. Ça ne s'arrêtera pas. Ils n'arrêteront pas d'eux-mêmes. Donc, il faut contre-informer les gens. Ensuite, il ne faut pas se bercer d'illusions sur le fait que les élections ne résoudront absolument pas une crise du système aussi intense. Les élites qui vivent de ce système ne céderont pas. C'est pas parce que vous ferez une campagne électorale que les élites vont arrêter de faire ce qu'elles font. D'accord ? C'est une guerre au sens plein et entier du terme. Et une guerre, c'est une confrontation. Donc, c'est pas par la persuasion que les élites vont arrêter. D'accord ? C'est parce qu'à un moment donné, il y aura une réalité du rapport de force qui sera telle qu'elles ne pourront plus avancer. Voilà. Donc, informer et résister, mais pas résister par les élections, c'est une illusion. Si jamais il y a le soupçon d'un doute au sein des élites de ne pas pouvoir obtenir le résultat électoral qu'elles escomptent pour donner un semblant de consensus autour de leur politique, il y aura de la fraude. C'est absolument clair. D'accord ? Donc, n'allez pas croire que parce que vous mettrez un petit bulletin dans l'urne, tout d'un coup, de manière magique, les solutions vont apparaître d'elles-mêmes.
Non, le système ne vous laissera pas le luxe d'une révolution, comment dirais-je, sans effort et sans douleur. Ça n'aura pas lieu. Il faut être très lucide par rapport à tout ça. Ensuite, il faut aussi comprendre que la question n'est pas franco-française. Donc parler de Frexit, ça c'est bien gentil, mais on a affaire à un système global. Vous n'allez pas vous enfermer sur un petit village gaulois, de moins en moins gaulois d'ailleurs. Vous n'allez pas vous enfermer là-dessus. Hein, c'est bon, ici on est tranquille, peu importe ce qui se passe. Non, c'est la population allemande, la population britannique, la population espagnole soumise à la même tyrannie dans les mêmes termes. Et les grandes bourgeoisies respectives de ces États, qui sont intégrées dans cette hyperclasse, se coordonnent pour tenir en respect leurs populations respectives. Vous ne pouvez pas remporter la victoire dans un seul État. Ça n'aura pas lieu. Ça non plus. Donc les Européens sont tous dans le même bain, pas au même degré, mais dans le même bain, face au même projet. Alors vous avez dans les différents pays certains États qui traînent des pieds, ça dépend du degré d'intégration de ces élites dans ce système. Mais la direction est la même. Donc il faut en avoir conscience. Il ne faut pas se bercer d'illusions là-dessus. Donc c'est une lutte globale. C'est une lutte globale. Voilà. Le Frexit, certains le mettent en avant, c'est un rêve pour les enfants. En Grande-Bretagne, ils ont fait le Brexit. D'accord ? Ça ne change rien. D'accord ? Les élites ont vu le Brexit, oui. Elles étaient contre. D'accord ? Pas grave. Elles ont déployé leur grande stratégie. Le Covid. Le Covid permet de passer complètement outre ça. Voilà. Donc la Grande-Bretagne est administrativement plus dans l'Union européenne. Aucun problème. Ça ne change rien. C'est pas grave. La bourgeoisie internationale, l'hyperclasse, continue son travail avec ses mêmes agents sur place. Et vous avez Tony Blair qui était contre le Brexit. Maintenant, il dit qu'il faut vacciner tout le monde à tour de bras. Vous voyez, vous ne pouvez pas résoudre par un tour de passe-passe administratif une question qui est fondamentalement politique, idéologique, sociologique et même démographique. Vous avez une couche dirigeante qui doit être évincée. Ce qu'on appelle par définition une révolution. Donc vous n'aurez pas de changement en profondeur simplement par des querelles de taxonomie ou des querelles administratives. Voilà. La Grande-Bretagne est en dehors du Brexit, en dehors de l'Union européenne, ça ne change strictement rien. Donc vous pouvez sortir demain la France de l'Union européenne, ça ne changera strictement rien. Vous aurez le même système qui sera utilisé par les mêmes élites, les mêmes agents. Vos journalistes ne changeront pas. Ce seront les mêmes qui seront là quand on vous imposera la télévision. BFM continuera de mentir à tour de bras. Vous aurez Olivier Véran ou ses successeurs au ministère de la Santé qui continueront à déployer les mêmes programmes. Vous comprenez ? Voilà, ce n'est pas la question. C'est purement cosmétique. C'est purement cosmétique. Et ça, il faut en avoir conscience. Donc on ne peut pas faire le luxe d'une révolution. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que se bercer du lion à ce sujet-là serait une erreur profonde d'analyse. Voilà, chers amis, pour 2022, informer, pour 2022, se structurer en dehors des élections, en dehors du système classique politique, et se préparer à une résistance sur le temps long et véritablement alternative. C'est-à-dire que quand on refuse vraiment la vaccination, parce que je n'ai pas parlé des effets secondaires, évidemment, de la vaccination, mais plus encore de la catastrophe inévitable de la vaccination de masse en pleine pandémie, ça serait peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais ceux qui refusent vont devoir organiser leur vie autour de cela. Donc c'est une résistance à long terme. Et donc, ça suppose que chacun d'entre nous utilise ses capacités, ses connaissances, ses capacités, ses moyens pour créer cette rupture quotidienne qui nous permettront tous ensemble de sortir de ce système, enfin, dont on est évincé, parce que le système nous évince progressivement. Les gens sont transformés en parias par la force de la loi. Donc, de toute façon, c'est même pas un choix. Hein, les gens ont le dos au mur, ceux qui refusent de se soumettre ont le dos au mur et donc vont être obligés de devoir trouver des solutions alternatives pour survivre dans ce système. Donc voilà, donc je pense que 2022, c'est l'année de l'adaptation à ce nouveau statut de paria qui est appliqué
par le système à tous ceux qui refusent de se soumettre. Chers amis, c'est une année pleine de défis, mais on ne peut pas reculer. Donc, il faut être prêt. À bientôt pour une prochaine vidéo. Diffusez cette vidéo, s'il vous plaît, partout où vous pouvez. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Odyssée, puisque je ne suis pas sur les grandes plateformes. Et comment dire, reportez-vous régulièrement aussi à mon compte Gab, qui vous permettra de me suivre. Donc gab.com, Boris Lehel tout simplement, qui est une plateforme, un réseau social qui ne censure pas, c'est au moins l'avantage, puisque tous les autres en fait nous interdisent de nous exprimer. À bientôt pour une prochaine vidéo, chers amis.